J'enregistre ça maintenant. Jessie, tu peux y aller pour ta conférence pour partir du bon pied. Comment démontrer l'impact de l'éducation expérientielle? Alors, bonjour à tous. Comme on n'est pas beaucoup, je vous invite à allumer vos caméras puis à discuter là, quand bon vous semble, là, que ce soit un petit peu plus interactif. Tout d'abord, merci Sébastien de m'encourager. Dans le fond, moi, je suis un étudiant gradué du baccalauréat en plein air et tourisme d'aventure. Puis après ça, j'ai fait ma maîtrise en gestion de projet dans laquelle j'ai transféré l'approche d'éducation expérientielle en gestion. Puis c'est ce que je fais aussi comme à travers mon entreprise de services conseils en gestion, d'utiliser cette approche d'éducation expérientielle en gestion. Donc, évidemment, un des grands défis que j'ai rencontrés puis qui est présent dans le domaine, c'est comment démontrer l'impact de cette éducation expérientielle-là ou d'intervention psychosociale par on fait partie de la même grande famille. Fait que, si vous pouvez me dire, il y en a combien de vous qui sont en recherche en levant la main, virtuelle ou présentielle, comme vous voulez? Sébastien, Bruno, Étienne, Marie-Claude. Vous pouvez activer vos micros pour le dire aussi, là. Juste pour ça. Moi, non, je suis pas en recherche. Je suis aux études. OK. Non, moi non plus, je suis pas en recherche. Là, je suis en intervention. Comment être capable de mesurer les impacts, là, puis avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. OK. Bruno? Oui, salut tout le monde. Je travaille pour Nourride John Caribou. Je viens à titre informatif. Là, je viens voir justement comment on démontre l'impact puis comment on peut travailler. Parce qu'on travaille avec l'éducation expérientielle aussi. Donc, je viens m'informer. Super. Ben, merci beaucoup. Donc, grosso modo, je vais vous présenter un peu comment moi je suis arrivé à le démontrer. Je sais que Sébastien aussi a une approche qui démontre d'autres aspects. Donc, c'est complémentaire à ce qui se fait. C'est un peu non conventionnel. Donc, c'est normal qu'à la fin, vous ayez plus de questions que de réponses. J'espère que je ne vous fais pas trop peur. Fait que vous allez voir, on va y aller tranquillement. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, grosso modo, 3 grandes questions. La première, comment se positionner dans nos relations à travers nos multiples rôles? Donc là, je vais vous amener à redéfinir puis à voir un peu les limites qu'on a dans nos préconceptions par rapport à l'expérience. Puis tout ça va nous amener à comprendre comment ça s'applique l'autorité en éducation expérientielle à travers l'enjeu du savoir-faire versus faire savoir. Et troisièmement, comment traduire les différents points de vue dans la pratique? C'est là où on va réfléchir à la relation où on passe de l'expérience à la recherche. Y a-t-il une question? Non? OK. Fait que grosso modo, c'est le plan de match. Ça va être assez simple, ça va être assez bref. C'est pour ça qu'il y a... Le premier point, c'est dans cette réflexion-là qu'on a sur l'expérience humaine. Dans la démocratisation de la pratique d'éducation expérientielle, il faut comprendre que initialement, c'était beaucoup là, dans les années 70, c'était beaucoup des bums qui faisaient ça en marge du système. Puis tranquillement, c'est une pratique qui s'est démocratisée, donc qui a gagné de l'intérêt de plus en plus de gens. Et donc, ça l'a amené toutes sortes de modifications et d'évolutions à la pratique. Mais à la base, on a dans notre société une philosophie moderne qu'on va explorer un peu plus, qui fait que quand on met l'éducation expérientielle, on suppose que c'est la même philosophie, la même façon d'être. Puis ça, c'est l'enjeu fondamental qui fait que c'est difficile de démontrer les impacts. C'est de supposer que c'est la même chose, alors que l'éducation expérientielle a une philosophie qui lui est propre, une façon d'être qui lui est particulière, puis on va explorer. Fait que ça, c'est un des présupposés par rapport à ce que c'est que l'éducation expérientielle, qui est une limite très inconsciente qui fait que c'est difficile d'expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça fait. Surtout comment ça se fait. Donc, dans notre conception d'expérience humaine, je vous inviterai à faire une petite expérience de pensée,
puis à vous rappeler votre première expérience de plein air expérientiel ou une expérience significative en sport, en art, peu importe, qui a vraiment été transformatrice pour vous. Puis c'est juste de replonger là-dedans puis d'essayer de vous remémorer qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience-là, puis qu'est-ce qui a changé dans cette expérience-là. Fait que je vous laisse quelques secondes pour vous remettre là-dedans. Donc, si vous êtes toutes là, vous devriez arriver à quelque chose un petit peu, là, au moins sommairement. C'est sûr que quand on fait ce travail-là, il y a une espèce de travail de rationalisation qu'on fait pour essayer de nommer les choses, puis tout ça. Mais le défi, c'est que c'est difficile de tout nommer, parce que c'est des choses qui sont passées peut-être souvent de façon inconsciente, souvent dans le vécu, dans le non-verbal, dans le senti. C'est des choses qui sont éprouvées, qu'on tente de rationaliser plus tard, mais sur le coup, c'est difficile de tout rationaliser. C'est ça le défi fondamental qu'on a à devoir partager cette expérience-là qu'on essaie de démontrer aux bailleurs de fonds surtout. Hein? Puis dans cette conception humaine-là, ben oui, c'est facile de dire, ben c'est quoi ma perspective de cette expérience-là? Mais en réalité, si on arrive à sortir un petit peu de ce point de vue individuel-là, on réalise que l'expérience est collective. Tout le monde a son interprétation de ce qui se passe, qui se trouve un peu au milieu de tout le monde. Fait que l'expérience, oui, elle est mentale, mais c'est surtout quelque chose de relationnel entre les gens. D'où l'importance de changer notre focus sur qu'est-ce qu'on veut démontrer. On veut montrer la perception des individus, ce qui a été fait et qui est nécessaire au niveau de la recherche. Mais là, moi, je veux vous amener sur la mécanique de l'expérience qu'on veut transmettre. Et d'où les limites de notre capacité de rationaliser les choses, de les intellectualiser. Fait que je vais vous partager cette richesse d'expérience-là. Donc, quel positionnement? C'est notre première question. Ça nous amène à considérer l'expérience comme plusieurs perspectives et donc plusieurs vérités. Quand on écrit un texte, ça va changer aussi la façon dont on va l'écrire. Puis pour saisir cet ensemble-là, plutôt que de dire, ben, c'est-tu un individu, j'étudie-tu un groupe, ou je parle au nom de qui, puis c'est-tu ma perspective, tout ça, il y a la grande famille de l'anthropologie philosophique qui nous aide. Grosso modo, ce que c'est dire, si je prends l'unité qui permet de rassembler tout le monde à travers un grand concept, ça serait cette façon d'entrer en relation. C'est l'élément différenciateur qui vient regrouper. Puis cette famille-là, dans l'éducation expérientielle, a une façon d'entrer en relation qui est différente. C'est des relations éducatives, profondément. Fait qu'on on va explorer tout ça. Jusque-là, est-ce que je ne vous perds pas trop? Je vous donne des exemples. Fait que dans notre philosophie moderne, c'est la façon dont on est structuré dans nos institutions, la façon dont on pense, la façon dont on fait la recherche, c'est vraiment dans le monde dans lequel on vit, c'est des positions anthropocentriques. Ça veut dire que l'être humain est au centre du système. Puis ça nous amène vraiment à des justifications puis des argumentaires qui sont expérimentales. La place du rationnel dans nos façons de faire, dans la verbalisation, est extrêmement importante. Mais l'expérience, elle, est plus que ça. Fait qu'il y a une limite dans la façon. Fait que si, du système, puis on essaie de décrire ce qu'on observe autour de nous. Puis là où moi, je veux vous amener, c'est une philosophie relationnelle où on a un point de vue qui est périphérique à l'expérience. Je ne suis pas seulement que l'expérience, je fais partie de l'expérience et j'observe ce qui se passe autour de moi. Donc, comment, moi, dans ma façon d'écrire, je peux arriver à adopter ce point de vue-là qui est représentatif de ce dont je parle. Fait que là, il y a un changement important. Puis, grosso modo, le changement qui est important, c'est que dans la philosophie humaine, grosso modo, c'est quoi ta perspective, ton épistémologie, ta façon de raconter. Tandis que dans la philosophie relationnelle, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est les relations.
Parce que quand on fait l'intervention, ce qu'on valorise, c'est la relation et non pas seulement que la personne. Parce que si on met la personne au centre, nécessairement, on crée des relations hiérarchiques. Tandis que quand on met la relation au centre, ben là, l'important devient la relation. Fait que je vais ajuster ce que je pense pour pouvoir maintenir la relation. Ça, c'est un changement important dans la façon de faire. Fait qu'on élargit, dans le fond, notre expérience pour montrer la réalité qui est que ben, on a plusieurs perspectives, plusieurs vérités. Puis oui, en science, on a une expertise, on a une vérité, mais est-ce que c'est la vérité? Ça serait difficile de dire oui, c'est la grande vérité. Ça, on le voit beaucoup quand on rentre en contact avec différents groupes culturels, où c'est plus évident, mais quand dans notre même société, mettons, québécoise ou canadienne, il y a des grandes variations dans nos façons de comprendre le monde puis de l'interpréter. On le voit avec la politique, on le voit avec les théories complotistes. Il y a une variété dont il faut tenir compte. Donc, deux façons de voir. Fait que la controverse, justement, nous amène du côté de ce rapport éducatif-là, où quand on écrit un texte sur l'éducation expérientielle, on a tendance à avoir une structure argumentative pour convaincre les gens parce que c'est ce qu'on est habitué de faire. Puis là où on passe justement de démontrer l'impact ou à faire comprendre ce que c'est que l'éducation expérientielle, il y a une nuance. Démontrer que oui, il y a un bienfait sur l'estime de soi ou peu importe le concept, c'est une chose, mais faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'éducation expérientielle, c'en est une autre. Puis si à long terme, on veut que les gens puissent financer de façon plus importante l'éducation expérientielle, c'est plus que les impacts qu'ils doivent comprendre, c'est toute la mécanique de la patente, parce que c'est ça la richesse de l'approche. Donc, tout cet enjeu de cohérence-là entre l'expérience sur le terrain puis la façon dont on la partage sous forme écrite. Donc, le savoir-faire ou faire savoir, c'est un peu la controverse ici. Savoir-faire, ça nous amène à créer des savoirs qui sont stabilisés. Au résultat, au final, voici l'impact sur le sentiment d'auto-efficacité des participants. C'est important de l'avoir. Il faut comprendre, oui. Mais là où moi je veux vous amener, c'est quand on fait comprendre le processus, on passe du faire savoir, on est capable de communiquer la mécanique de la chose, puis tous les bienfaits de cette approche-là, qui la différencie des approches. Donc, c'est des savoirs en processus de stabilisation. C'est comme si, admettons, au lieu de dire voici le résultat, vous expliquez aux gens voici comment j'arrive au résultat. Fait que si on veut enseigner l'éducation expérientielle, c'est aussi de cette façon-là qu'on est capable de le communiquer. Fait que là, il y a un changement là, de focus important. Donc, enseigner un processus, ça se comprend en se faisant. Donc, dans l'enseignement de l'éducation expérientielle, j'ai beau vous dire, mettons, j'ai beau vous dire c'est quoi l'estime de soi, si je ne vous aide pas à comprendre les processus à travers lesquels vous pouvez la construire, ça reste futile. C'est mieux que rien, mais comment je fais ça? Puis ça, c'est un des grands défis qu'on a, comment le faire. Puis c'est là qu'on est capable d'y arriver. Donc, notre autorité va évoluer dans sa conception. Donc, on va passer de l'autorité vers un leadership. Fait que grosso modo, dans notre conception sociologique, on passe de l'approche d'Émile Durkheim qu'on connaît de la il y a des classes sociales, il y a une division du travail par secteur, donc tout est hiérarchisé dans une pyramide. Moi, ce que je vous invite, c'est à adopter la sociologie de Gabriel Tarde, qui est un contemporain d'Émile Durkheim là, au début du 20e siècle. Puis, dans sa définition de sociaux, qui est quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre. Donc, tous les rapports d'autorité viennent de disparaître. Parce qu'il y a juste quelqu'un qui est en avant, puis les autres qui le suivent. Donc, notre conception de où on est à face versus une relation dont on est à côte à côte. Donc, dans votre rapport à la personne qui va lire vos textes sur vos demandes de subvention, je suppose, bien,
c'est quelqu'un d'autre aussi qui a son histoire, son expérience de vie, etc. Fait que comment vous pouvez communiquer puis arriver à vous comprendre puis lui faire comprendre? Fait que votre rapport au texte change à travers de ça. Donc, on passe de la communication versus la traduction. Fait que ça, c'est vrai quand on écrit au bailleur de fonds, mais c'est vrai aussi quand on fait de l'intervention. Puis je dis philosophique parce qu'on prend pour acquis que les autres ont la même façon de comprendre puis de vivre le monde que nous. Mais si moi, je parle de colère, en communication, je m'attends à ce que la personne comprenne le mot colère parce que c'est un mot qui est défini dans le dictionnaire. Dans la traduction, je veux comprendre, OK, mais toi, quand tu es en colère, ça fait référence à quoi? Parce que quand tu peux être en colère, moi, je peux le percevoir comme, ben non, tu es juste de mauvaise humeur aujourd'hui, tu n'es pas nécessairement en colère. Les mots n'ont pas nécessairement la même signification, la même référence pour tout le monde. C'est là où on veut arriver à se traduire. Et puis pour ça, ben, ça prend une expérience, une discussion sur le long terme. On arrive tranquillement à identifier qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et c'est là qu'au niveau pratique, dans notre intervention, au lieu de « je veux te dire que », donc « je veux te convaincre, je détiens une vérité et je veux te la communiquer », on rentre dans un mode « qu'est-ce que tu veux dire ». Donc, quand un jeune qui fait un trouble d'opposition, puis qui est en colère, puis qui pète sa crise, le réflexe de facilitation, c'est « qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire ». Il n'y a pas le mot, il n'y a pas la façon d'être, mais ce changement-là de lunettes change toute la relation. Parce que là, il n'y a pas d'autorité, il y a quelqu'un qui s'exprime, qui, dans son expérience de la vie humaine, fait l'expérience de quelque chose pour lequel il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas d'outil. En comprenant qu'est-ce que tu veux dire, tu t'intéresses à l'être humain, nécessairement, tu désamorces les mécanismes de défense comme l'opposition, etc. C'est là la controverse entre savoir-faire et faire savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? Puis à partir de là, tu rentres dans un processus de facilitation et d'intervention pour lui donner les outils puis comprendre, hey, c'est peut-être moi qui a plié sur l'orteil puis je ne le sais pas. T'sais, de façon très involontaire, de façon très inconsciente, j'ai peut-être fait quelque chose qui le fait réagir parce que lui a une expérience de vie. Fait que si je suis en train de dire, ben non, ce n'est pas un comportement acceptable, on ne peut pas faire ça, je le brime dans sa façon d'être, dans son expérience humaine. C'est un peu la même chose aussi au niveau des bailleurs de fonds. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu as envie de financer? Quels résultats tu as envie d'atteindre? Comme ça, moi, je vais pouvoir adapter mon texte pour encore mieux répondre à ce que tu as envie de faire. Il y a des bailleurs de fonds qui sont très ouverts à ça, d'autres qui le sont moins, ça varie. Donc, grosso modo, c'est ce changement de lunettes-là de qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire au lieu de « je veux te dire que ». Comment ça se manifeste, ça, quand on écrit? Ben, c'est là tout le défi d'avoir un texte qui est représentatif de ce dont on parle. Et ça, c'est le grand défi. Puis souvent, on va penser que justement, ça l'amène moins de considération, mais au contraire, ça amène plus de rigueur et plus de travail, mais plus de portée aussi dans ce qu'on va faire. Donc, comment déplacer l'expérience dans un texte? Une des grandes questions au niveau de l'écriture. Une des parties de réponse que j'ai trouvées, qui est un outil pour faire ça, c'est les projections qu'on voit en cartographie. Donc, quand on fait une carte de la Terre, on passe d'une Terre qui est sphérique à un texte qui est plat en 2 dimensions. La transformation qu'on fait, ça s'appelle une projection en cartographie. Bien, il se trouve que quand on fait de l'écriture d'un texte, on fait sensiblement le même travail de projection. Puis généralement, vu qu'on a un point de vue dans notre philosophie moderne, on va utiliser une projection. Et c'est là où moi, je vous invite à en utiliser plusieurs dans votre texte pour enrichir la compréhension du lecteur selon les différents points de vue, puis avoir plus de chances de tomber dans quelque chose que lui, il connecte. Puis je vais vous le montrer là, par une image, comment ça se... Donc, si on arrive à avoir plusieurs points de vue dans un texte plutôt qu'un seul point de vue, qui est notre argument, bien, on est capable d'avoir une cohérence, donc de représenter de façon textuelle le dynamisme et la complexité de l'expérience. Donc, ce dont je te parle, c'est aussi de la façon dont je t'en parle. Puis dans cette cohérence-là, il y a un niveau de compréhension et de communication largement supérieur.
Puis moi, ce que j'ai développé dans ma maîtrise, c'est le procédé holographique qui est une façon d'arriver à faire ça pour créer une expérience textuelle. Puis je vous donne des exemples là, tout de suite après là, pour que ce soit un petit peu plus concret. Fait qu'on passe d'un savoir-être, donc c'est quoi être en relation, etc., versus être en relation pour enseigner. D'où la traduction philosophique. Fait que ça nous amène à être capable de communiquer pas seulement l'information, mais la structure de l'information de l'expérience. Fait qu'on ne communique pas juste sur qu'est-ce que c'est que l'expérience, mais sa configuration, sa structure même qu'on va essayer de placer dans le texte. Et là, c'est un travail un petit peu plus, mais il y a une compréhension de cette structure-là qui est très intuitive, qui est très inconsciente, qui est une expérience. Parce que quand on fait une expérience d'éducation comme intervenant ou comme participant, il y a une mécanique, une structure qui est interne, qui est inconsciente, qui fait qu'on comprend des choses sans le savoir. Puis généralement, dans nos relations, il y a une grande partie qui se fait là. Parce que rationaliser des choses, intellectualiser des choses, c'est un processus qui est très énergivore, qui demande énormément de temps, fait qu'on ne le fait pas sur tout. Donc, ça nous amène à avoir un style qui est plus polysémique. Fait qu'on va jouer avec les différentes significations des mots pour... Donc, ça fait un texte qui, oui, a la structure argumentative classique, mais ça fait un texte qui, justement, par sa richesse-là de structure qu'on véhicule, fait que ça s'éprouve aussi. Fait qu'il y a un niveau de compréhension. Les gens lisent un texte comme ça, puis ils le sentent. Même s'ils ne sont pas capables de rationaliser pourquoi, on va chercher un autre type d'argument qui est peut-être plus émotif, inconscient, mais qui va augmenter nos chances de convaincre ou d'éduquer notre lecteur sur qu'est-ce qu'on fait vraiment. En schéma, maintenant, on a l'expérience qu'on peut concevoir de façon circulaire ou d'une spirale. Et le système de projection cartésien, qui est la façon dont on a de mettre en mots les textes, l'expérience, la projection qu'on utilise. Donc, 2 dimensions d'espace, 1 dimension de temps. C'est par défaut ce qu'on a été habitué à faire dans nos sociétés, comment organiser nos textes. Ce que ça donne l'expérience qui est au centre, puis 3 principales projections. Projection en face, c'est celle qui est la plus utilisée. Fait que souvent, c'est texte scientifique, toutes les normes, les lois, etc. Fait que ça donne un texte qui parle beaucoup du quoi. Fait que souvent, c'est quoi l'information qu'il y a dans cette expérience-là? C'est quoi l'impact? C'est ce qu'on est habitué de voir. La deuxième projection, puis tout ça, là, ça se passe dans notre tête, comme opération. La projection latérale. Fait que là, souvent, ça, c'est ce qu'on voit sur voici l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. Fait que ça, on le voit aussi beaucoup dans les processus de groupe, la typologie des groupes restreintes, etc. Mais ça ne nous dit pas vraiment comment le faire. Ça nous dit juste qu'est-ce que je devrais faire à chaque étape, mais comment je l'articule, ça reste flou. Et c'est là où la projection en plan devient utile. Donc ça, on la retrouve beaucoup plus en littérature, en art, où on raconte une histoire. En science, on va le retrouver dans les styles narratifs aussi, pour vraiment arriver à comprendre l'évolution d'une chose. Mais cette évolution-là ne nous dit pas non plus c'est quoi vraiment, ni c'était quoi les grandes étapes. Donc, chacune a leurs forces et leurs faiblesses. Puis l'idée d'utiliser plusieurs pour parler d'une chose avec plusieurs lunettes, plusieurs façons de le raconter pour que le lecteur ait une meilleure compréhension. Fait que ça, on peut le faire avec des annexes, souvent, mettons, des récits de gens qui sont venus, qui racontent, eux, comment ça a été transformateur. Il y a plusieurs façons de l'agencer. Ça, c'est une liberté qu'on prend chacun. Fait que, grosso modo, cette projection-là, c'est, dans le fond, une métaphore sur une opération mentale qu'on fait quand on vient pour écrire. En prendre conscience nous permet seulement de parler avec plus de variété de notre même sujet. Et c'est dans cette variété-là qu'on est capable d'augmenter l'enrichissement de ce qu'on communique et ce qu'on essaie de traduire en mots. Grosso modo, là. Puis évidemment, là, ça devient une question de création, puis de comment on agence, puis comment on compose tout ça. Puis il y a des procédés là, très, très diversifiés.
Fait que là, un petit exemple pour mettre tout ça en pratique, que moi, je trouve très bien, c'est le poème The Cremation of Sam McGee. J'ai choisi 2 extraits de poésie qui parlent d'une expérience de plein air, arctique, avec une richesse qui nous communique aussi toute la force de qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette expérience-là. Évidemment, on peut s'en inspirer, on n'est pas obligé d'aller à ce niveau-là d'écriture, mais on peut tendre vers. Fait que je vous laisse le lire. Que tout le monde peut le lire. Étienne, peux-tu le lire? C'est ton téléphone? Oui, je vois bien, merci. Donc, je prends pour acquis que tout le monde a terminé, sinon on va le repasser ensemble. Est-ce que vous avez senti que, OK, il y a quelque chose plus que des mots dans ça? C'est un peu le but. Puis j'ai choisi ce poème-là parce que c'est un classique de la littérature sur le plein air, évidemment anglophone, désolé, mais c'est le meilleur que j'ai pu trouver. Puis j'aimerais ça qu'on leur passe ensemble pour voir les procédés que l'auteur a utilisés pour enrichir de dimensions son texte. Tout le monde me suit jusque-là? C'est dur quand tu ne vois pas tout le monde. Donc, premièrement, les rimes internes. The Arctic Trails have their secret tales. Donc, le procédé interne utilise les mécanismes du cerveau, d'interprétation du cerveau pour faciliter l'association des liens. The Northern Light have seen queer sight, donc encore la rime interne, etc. Puis, par exemple, by the man who moil for gold, moil, c'est un mot qui a une connotation francophone forte parce que ça veut dire travailler fort, donc se mouiller, transpirer. Donc, il y a un petit référent culturel aussi à travers de ça à la culture francophone ou multiculturelle, dans le fond, de gens qui sont allés à la ruée vers l'or. Et The Marge of Lake LaBarge, Marge, c'est un mot qui n'est pas vraiment anglophone. Il y a margin qui est anglophone, mais Marge, c'est une espèce de francisation qui repousse en même temps les limites de la chose, qui est la marge. Donc, il y a des référents ici. Toute cette partie-là est écrite selon une projection de face, qui est différente de la projection qui est utilisée ici. Ce qui fait que le style littéraire de cette deuxième partie-là, de ce deuxième paragraphe-là, est différent. Donc, l'auteur a choisi de dire « Voici de ce dont je vais vous parler, puis voici, je vais vous le raconter. » Puis la façon dont il a structuré ces paragraphes, là, on ne le voit pas trop bien, mais je vous invite à lire le poème original pour le comprendre. Il a structuré ces paragraphes selon la deuxième projection, qui est une projection latérale, qui nous dit « Voici les grandes étapes. » Fait que chacune des grandes étapes vient structurer un paragraphe, puis ce paragraphe-là, il est raconté avec une forme narrative, qui est la troisième projection. Fait que l'auteur a utilisé différents procédés ici pour nous montrer la richesse de l'expérience. Si on va un petit peu plus dans la deuxième partie, a promise made is a debt unpaid, paid made, il y a une référence fermée ici dans la rime. Virgule, donc la phrase est coupée en deux, and the trail has its own stern code. Donc, il y a deux idées. J'ai fait une promesse que je dois remplir, puis il y a un code interne, un code d'éthique, un code de conduite qui est propre au trail dans lequel je suis pris. Fait il y a déjà deux oppositions de je dois remplir la promesse, ça ne me tente pas trop, mais je suis obligé de le faire parce qu'il y a un code auquel j'appartiens. Dans la structure même, l'auteur nous communique cette tension-là, sans avoir à le dire.
And the days to come thought my lips were dumb, and my heart, how I cursed that load. Donc, là, on passe de 1 virgule à 2. Fait qu'il y a déjà un effritement. And the days to come, and dumb, une rime interne qui correspond aussi à la première mécanique mise en place au début. Et à la fin, curse that load, qui rime avec code. Fait qu'on a 2 mécaniques internes qui sont liées par la terminaison des phrases. Fait que l'auteur nous communique à ce niveau d'écriture-là. Ça, quand on lit, on ne le comprend pas toujours rationnellement, mais on le sent. De la même façon que quand on écoute une bonne chanson, même si ce n'est pas dans notre langue, on est capable de sentir ce qui est dit. Fait que pour démontrer la richesse de l'expérience, on peut utiliser ces procédés-là. Là, je continue. And the long, long night, by the lone firelight, while the huskies round in a ring. Là, on est passé d'1 virgule à 2 à beaucoup. On sent le fractionnement, l'hésitation. Puis la répétition. Long, long night, long firelight, qui va jouer avec la structure, mais aussi avec la signification. Firelight, donc la seule lumière dans la noirceur, qui pourrait faire référence à l'étoile polaire, Northern Light, mais aussi au feu, mais aussi au 3e niveau, à la lueur d'espoir de qu'est-ce que je peux faire de ma maudite situation, puis de mon engagement que j'ai pris envers Sam McGee. While the Huskies round in a ring. Donc, encore une fois, une répétition en cercle, en rond. Howled out their woes to the homeless snows. Fait qu'il a attaché le dernier bout, même si ce n'est pas dans la même phrase, avec des H. H, H, homeless, puis avec des W. Donc, il y a une répétition. On sent déjà comment il rumine à travers sa solitude dans la nuit, ce dilemme-là, à travers. Il est en train de nous communiquer beaucoup de choses sans avoir à les dire. C'est là qu'on peut enrichir la façon dont on écrit. Oh God, I loaded the thing. The thing ici vient jouer aussi encore une fois avec la polysémie des mots. Thing, est-ce que c'est la chose qui le préoccupe? Est-ce que c'est la chose qui est dans ce cas-ci le corps de Sam McGee qui est mort gelé? Est-ce que c'est la situation complète? Il nous dit les 3 avec un seul mot. Ça peut devenir le défi dans l'interprétation des poèmes, et c'est là où la force, mettons, de ce qui vient avant, sur comment on en arrive, qu'est-ce qu'on considère dans l'écriture, vient nous aider, vient aider le lecteur à comprendre la richesse. Donc, c'est une autre façon de démontrer. Est-ce que, avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y avait des questions sur cet extrait-là? Non? Les autres? Donc, en résumé, l'éducation expérientielle a une philosophie qui est différente. Donc, quand on veut en rendre compte dans des textes, il faut communiquer pas seulement que l'information, mais la structure de cette information-là qui est celle de l'expérience. Puis c'est là qu'il y a un défi à comment on apprend à faire tout ça. Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? Ou c'est juste dans ma tête? Donc, en résumé, quand on considère l'expérience, souvent on a tendance à se limiter à l'expérience qui est sur le terrain avec les jeunes. Mais l'expérience est beaucoup plus large, puis c'est la grande expérience de la vie. Et c'est ça qui nous amène à devoir relativiser nos points de vue, parce que dans notre approche d'éducation psychosociale par... Oui, c'est Isabelle qui avait posé une question? Je ne vois pas tout le monde, c'est pour ça. Bon. Fait que dans notre grande expérience, c'est de relativiser notre point de vue pour être capable de dire, quand je communique avec quelqu'un qui n'a peut-être jamais vécu l'expérience de groupe positive, il n'y a aucune référence à ce dont je parle pour ma demande de subvention. Fait que si je veux augmenter les chances d'avoir du financement ou de communiquer sur ce que je fais, j'ai intérêt à rendre mes textes plus riches pour justement être capable de
lui traduire toute la richesse de ce que je fais. Parce que sinon, il peut ne pas le comprendre. Puis ça nous amène à une relation côte à côte, au niveau plus pratique, où le leader est celui qui marche devant. Donc, il n'y a pas cette relation d'autorité-là. La constance, ça devient la relation. Si on veut que les gens changent leurs croyances, il faut leur offrir une autre certitude temporaire pendant laquelle ils vont pouvoir changer leurs croyances. Puis cette certitude-là, c'est la relation qu'on fait avec eux. C'est ça la vraie force qui permet de changer, que ce soit sur le terrain en plein air, en loisir, en art ou en gestion. Cette force de relation-là, c'est ça qui donne une certitude pour que des changements de croyances et de valeurs s'opèrent, pour que les gens puissent changer. Donc, on marche côte à côte et pas face à face. Tu marches sur ton chemin, je vais donner une relation de confiance pour que tu puisses continuer à cheminer. Donc, ça nous amène avec la question là, que j'ai nommée tantôt de qu'est-ce que tu veux dire? Fait que quand on pose cette question-là, excusez, au lieu d'affirmer, ben moi, je pense que, ben, on est en train de permettre à l'autre d'exister comme il est, puis d'essayer de comprendre cette façon d'être-là, qui n'est peut-être pas la meilleure, qui a peut-être des enjeux au niveau de la toxicomanie ou peu importe, mais reconnaître que la personne existe dans cette situation-là, c'est la première étape pour lui permettre de changer. Quelqu'un qui est en train de se battre pour exister et pas en un état de cheminement puis d'apprendre. On crée la relation en s'ouvrant à l'autre, dans sa façon d'être. À partir de là, on est mieux à même de pouvoir le conseiller puis l'aider à comprendre certaines choses. Donc, notre autorité est plus un leadership. Et troisièmement, ben, quand vient le temps d'écrire par rapport à cette expérience-là, ben, c'est d'utiliser la polysémie des compréhensions qu'on a du monde comme une force en misant sur les points communs de notre compréhension, de traduction, de nos idées, de « Ah, on s'entend sur ce mot-là, sur sa signification, mais comment je peux miser là-dessus pour, après ça, ouvrir notre communication. » C'est le même procédé que quand on va communiquer avec quelqu'un qui a une autre langue, mettons. Puis à partir de là, on est capable d'ajouter quelques éléments de compréhension, quelques mots. Bien, on utilise le même procédé ici, sauf qu'on le fait en texte. Puis pour faire ça, on va utiliser différentes façons de présenter l'information pour être capable de communiquer la structure même de l'expérience et non juste « voici ce que j'ai observé de cette expérience-là ». Grosso modo, et là, écoute, ça peut être la musique, ça peut être l'art, ça peut être toutes sortes de choses qui vont venir communiquer cette richesse de la structure, de cette façon d'être-là, de cette expérience-là, qu'on veut que les gens comprennent. Puis quand les gens comprennent cette façon d'être-là, c'est là qu'ils deviennent convaincus. C'est là qu'ils font comme « OK, c'est ça que tu fais. Oh, là, je fais le lien. Là, je suis capable de faire le lien avec une expérience similaire que j'aurais pu vivre en skidoo ou dans mon cours de mécanique parce que je ne suis pas un gars de plein air. » Mais ils vont pouvoir s'identifier à cette mécanique-là qu'ils ont vécu ailleurs. C'est ça qui vient la force ultimement de tout ça. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop dérouté dans mon approche, puis que j'ai pu vous communiquer un peu une façon innovante pour arriver à communiquer puis transmettre, dans le fond, la richesse de cette approche-là d'éducation expérientielle, de psychologie, d'approche psychosociale ou peu importe comment on le nomme, mais dans cette différence-là. Donc, si vous avez, puis là, j'ai mis les références aussi, là, Jacques Bertin au niveau de la sémiologie graphique, c'est un beau répertoire sur les moyens de communication graphique à notre disposition. Calon, qui est au niveau de la traduction, mais John Dewey, évidemment. Sonia Dor, qui est une chercheuse en sciences naturelles, qui s'est intéressée à son processus de production d'un point de vue qualitatif, ses recherches, puis qui, elle, a amené l'idée justement de la poésie à travers notre pratique scientifique. Latour, qui est vraiment le fondement philosophique de la traduction, l'anthropologie philosophique. C'est quand même
c'est la philosophie de la science, là, fait que c'est pas super le fun à lire. John Locke, il donne un exemple un peu plus de ce que la tour parle à travers la façon dont s'est développé le modèle de navigation à longue distance pour les Portugais, donc toute l'idée d'utilisation des cartes dans un écosystème. Puis évidemment, mon travail qui est un exemple de comment ça se fait ça en gestion. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou même des insultes rendues là? Je ne vous vois pas, fait que c'est difficile à... Ben moi, Jessie, j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais? Ben, Oui, merci. vraiment. Donc, j'espère que tout le monde a apprécié l'événement. Est-ce que des gens ont des commentaires, des questions? Oui, Sébastien? Oui, Jessie, merci pour la présentation. Puis je trouve ça très intéressant de proposer justement quelque chose qui est très peu vu habituellement. Donc, dans l'approche expérientielle, l'aspect philosophique versus plutôt dans la gradation des approches ou des techniques après, ce qui est souvent mis en exergue. Mais l'aspect philosophique, justement, est très peu mis de l'avant, surtout au Québec. Là. Donc, je trouve ça super intéressant que tu aies fait ce travail-là et surtout que tu t'intéresses à ça. Là. Donc, bravo pour ça. Oui, puis par curiosité, comment tu vois ça, toi? Parce que je sais que tu as fait énormément de travail pour justement démontrer les impacts au niveau de l'individu. Cette approche-là par rapport à ce que toi tu fais? Ça dépend toujours, je pense, du positionnement puis de la visée qui est derrière. Dans ce que tu disais là, tu parlais de traducteurs. Moi, je suis rattaché au département de psychoéducation. Puis il y en a beaucoup qui ne parlent pas, par exemple, de facilitation, mais plutôt de traduction dans la sociologie de la traduction. Donc ça revient, ça touche beaucoup ce que tu mentionnais. Donc maintenant, les psychoéducateurs sont amenés à certains égards, à accompagner des équipes, à répondre à des problèmes qui sont relativement complexes. Donc, la sociologie de la traduction offre une alternative justement à cette mise en interrelation entre des groupes, des institutions, même des organisations versus une personne qui serait là pour gérer un certain processus. Et on le voit qu'avec la traduction, la sociologie de la traduction, là, ça offre des alternatives de compréhension et de compréhension dans cet écosystème-là qui se crée, mais voir justement. C'est un des liens que je faisais en t'écoutant. OK. Puis par curiosité, je sais que dans le domaine culturel, ils vont parler beaucoup de médiation. Est-ce que c'est un terme qui est aussi dans le... Oui? En effet, là, on a écrit récemment justement sur l'intervention par la nature et l'aventure, donc l'intervention psychosociale. Et dans on utilise beaucoup le par, mais par en termes de contexte, vraiment comme médiation et comme agent médiateur. Donc, cette médiation-là est, à mon sens, centrale. Donc, on n'est pas sur des technicités ou un aspect très... plus à un autre niveau sur cette relation-là à soi, à l'autre et à l'entité nature, mais comment ça s'opère. Donc, sur des questions qui sont d'un ordre philosophique, mais après, comment on peut le restituer dans l'intervention et comment ça se vit, ça se joue. Donc, oui, la médiation est très, très présente. OK, bien, merci. Donc, Étienne? Oui, merci pour ta présentation, Jessie. C'est drôle, ça me fait penser, dans un autre emploi, j'ai travaillé en recherche de financement dans le domaine culturel, justement, beaucoup. Fait que je suis très sensible à pas mal d'idées que tu lançais dans ta présentation. Tu vois, l'idée de faire preuve de créativité, là, puis aussi de présenter une multitude de points de vue dans les demandes de financement, je pense que c'est quelque chose qui est pas intéressant, mais qui représente aussi un certain risque du fait que la difficulté, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à qui on s'adresse, ou en tout cas, quand on le sait, tant mieux. Mais généralement, c'est des gens qui ont un cours un peu différent. Fait que dans la perspective de vouloir être que notre projet, notre message soit bien compris. Utiliser la poésie, c'est quelque chose qui est, je trouve, qui est vraiment beau, puis qui vient rajouter une norme
essaie de transmettre une norme finalement à quelqu'un qui sait peut-être pas c'est quoi, mais après, ben, la difficulté, c'est de savoir qui va le recevoir puis comment ça va être reçu. Tu sais. Je serais curieux de savoir ton avis là-dessus. Oui, effectivement, bon point. Ça varie. Hein? C'est quand on est capable de savoir qui est sur le conseil d'administration, il y en a qui ne veulent pas du tout te parler avant que tu soumettes ton projet. Au contraire, il y en a qui veulent avoir travaillé le dossier avec toi. Fait que peut-être que ça peut être intéressant, mais de l'utiliser plus au niveau marketing. C'est une des choses que je suis en train d'explorer pour véhiculer justement un peu l'âme d'une organisation ou d'un projet. Mais sinon, ça peut être aussi mis en annexe. Mais effectivement, généralement, un fonctionnaire, c'est là pour faire respecter le cadre. Fait que si tu sors trop du cadre, tu risques de te perdre, mais c'est là qu'il y a du matériel complémentaire qu'on peut mettre en annexe souvent qui va venir enrichir. Parce qu'il y a des gens qu'on ne sait pas, qui sont fonctionnaires, qui respectent le cadre, mais qui ont des vies aussi à l'extérieur du travail, des passions qu'on ne sait pas. Puis je peux vous dire qu'il y en a des gens quand même qui ont des passions pour l'art, la musique. Puis des fois, c'est là que eux, leur médium de compréhension du monde, oui, ils sont habitués de le faire dans le concret, mais on est capable d'aller toucher des cordes avec ça. Fait que là, c'est évidemment, plus tu connais les personnes, mieux c'est. Puis plus tu connais les personnes, plus tu peux aller justement dans ces zones-là. Mais ça pourrait, je te dirais, faire partie d'une stratégie un petit peu plus large que juste le travail lui-même. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, complètement. Clairement que quand on sait à qui on s'adresse, c'est quelque chose qui aide à structurer le message. Mais les personnes qui analysent les demandes, généralement, ils en voient énormément passer. Fait que je suis d'accord qu'on a tout à fait avantage à faire preuve d'une créativité là, dans la structure des demandes. Puis si les artistes sont capables de transmettre une démarche artistique, une intention artistique, une idée de concept dans des demandes de financement, puis que ce soit bien reçu, je veux dire, tout est possible au final. Ce serait juste à faire preuve de doigté, finalement, dans la manière dont on le présente, puis de ne pas prendre pour acquis qu'on s'adresse à des initiés nécessairement. Oui, puis c'est là où tu peux, par exemple, insérer des citations de témoignages de gens qui disent ce que tu vas dire, mais qui le disent dans leur façon. Et justement, là, qui respectent le cadre, qui respectent les grandes sections parce qu'il ne faut pas sortir de ça, mais qui peuvent venir apporter d'autres arguments qui sont des fois pas rationnels, qui sont plus émotifs. Je pense qu'il y a une flexibilité, puis un travail de composition puis d'agencement. Puis évidemment, il y a l'expérience qui te permet de savoir jusqu'où tu peux aller, puis tout ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois le chat. Belle présentation. Je pense que tout le monde a bien apprécié. Il y a des petits conseils aussi. Ah, tu vois. Très apprécié. Ouais. C'est ça. Puis dans le montage, je vois le commentaire sur la vidéo avec les photos. Bien, encore une fois, dans le travail vidéo, d'essayer de garder l'espèce de structure, de la mécanique, de la façon d'être, de l'expérience pour augmenter les effets de communication. Là. Généralement, les artistes, là, les bons artistes, puis les bons vidéastes puis cinéastes là, sont capables d'arriver à faire ça là, de façon très naturelle. Oui, merci. Ouais, c'est effectivement très abstrait. Donc, merci beaucoup, Jessie. Je pense que je parle vraiment au nom de tout le monde. C'était très intéressant. Très accessible malgré la complexité de ton sujet. C'est très apprécié. Merci pour ta générosité. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. À la prochaine.